j'adore les enfants, à part ça. Mais de oui, temps ça en on temps, sait. il faut mettre des gifs. Ça on sait que vous adorez les enfants. Vous l'avez bien décrit dans votre livre. Je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Sûr que tu viens là-dessus. Daniel Cohn-Bendit. Je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle nous sommes encore capables de nous souvenir de ce nom et de l'associer à un visage. Comment cet individu a pu rester à la lumière des projecteurs sans devoir se terrer et se faire oublier jusqu'à la fin des temps. Je vous préviens que cette vidéo n'est pas la plus mature de la chaîne. Je viens vous administrer une dose de rappel. N'oubliez jamais qui ils sont et surtout n'oubliez jamais contre qui nous nous battons et pourquoi nous le faisons. C'est avec ce genre de type-là que je me rends compte que je ne pourrai jamais être un bon catholique. Pas de pardon, pas d'oubli, pas de rédemption. Je serai le premier à sabrer ma meilleure bouteille de champagne quand il aura passé l'arme à gauche. Je pense que tout le monde a déjà entendu ce nom. Tout le monde se souvient de sa confrontation contre le menhir. Mais les gens comme moi, de ma génération, et beaucoup d'autres, sont sans doute passés à côté du curriculum de cette vermine. On va donc revoir certains passages de sa vie. J'ai été étonné par la complexité de son parcours. J'ai malheureusement dû être très sélectif dans ce que je vais vous présenter. Je m'excuse d'avance car j'ai volontairement choisi de ne pas parler de certains événements de son parcours. Je ne suis pas là pour faire une biographie. Si je devais vous recommander une de mes vidéos à regarder au complet, il s'agirait de celle-ci. Au menu, révolte, pédophilie, terrorisme. Je vous préviens, gardez votre boîte de Vogalib à portée de main et pensez à vous hydrater. Daniel Cohn-Bendit n'est pas français. Ses parents sont allemands, communistes et de confession juive. Ils ont dû fuir l'Allemagne nazie pour ne pas se faire massacrer. Danny est né et a vécu en France de 1945 à 1959. Il était apatride. C'est seulement en 1959 qu'il opte pour la nationalité allemande pour échapper au service militaire français. Cette simple action vous en dit long sur l'animal. Nous avons affaire à un déraciné qui choisit son pays comme il commande une pizza. Le patriotisme est une valeur que Cohn-Bendit n'a jamais connue. Même bien plus tard lorsqu'il a atteint le Parlement européen. Il confie aux Parisiens. Je ne suis ni français ni allemand ni les deux, je me sens européen. Face à Marine Le Pen, notre pédophile devient très virulent lorsqu'elle lui demande de choisir entre la France et l'Allemagne. Malgré l'âge, il ne faut pas le contredire. Il peut se montrer très nerveux lorsqu'on ne va pas dans son sens. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. Arrête. Non, Non, mais laisse-moi finir non, maintenant. mais tu dis n'importe quoi, mais tu dis des conneries, je veux dire, c'est insupportable. Même si je dis des conneries, j'ai le droit de tu n'arrêtes pas, parler. si je continue mon programme. C'est ce que vous voulez, mais là-dessus, fermez votre gueule. Non, soyez Je poli vous le dis d'abord. ça. Daniel s'est fait connaître en mai 68. Il était un des icônes de la révolte étudiante. Son nom de guerre était Dany le Rouge. Étudiant à la Sorbonne, il était à l'origine de nombreux blocages et altercations avec la police. Daniel est devenu si populaire qu'il a inspiré bon nombre de personnages publics encore actuels. Ardisson nous confie sur son plateau que dans sa jeunesse, il était fan de Cohn-Bendit. Il a grandi en suivant ses exploits. Il possède encore actuellement une photo de Cohn-Bendit dans son bureau. Je vous applaudis très sincèrement. On ne s'est jamais rencontrés, hein. Et pourtant, je vis avec vous depuis de longues années. Je vais vous montrer la photo qui est dans mon bureau. Sur le même plateau, Ruquier salivait en parlant avec lui. L'intégralité des personnes présentes caressaient Dany le Rouge dans le sens du poil. Sur le net, on pouvait même trouver des parodies musicales en l'honneur de Daniel. Il était si populaire que son slogan de mai 68, « Soyez réaliste, demandez l'impossible », a été exporté jusqu'à Hong Kong, une région chinoise qui subit actuellement le communisme appliqué. Éric Zemmour, sur un plateau télévisé, nous rappelle que Cohn-Bendit a gagné et que son idéologie et lui règnent depuis plus de 40 ans. Vous dominez, vous régnez depuis 40 ans. Alors là, vraiment, Tout le monde, s'il est vous êtes une dominateur. icône. Comme vous le savez, j'aime beaucoup analyser l'entourage des personnages publics pour en savoir un peu plus sur eux. Il est très important de rappeler que Cohn-Bendit a eu deux parcours politiques, un en France et un en Allemagne. En France, suite aux manifestations de 68, Daniel a été expulsé du pays car il était devenu une véritable menace pour l'État français. À peine arrivé en Allemagne qu'il avait déjà monté une organisation maoïste. Par la suite, il a rejoint les Verts allemands, un parti écologiste. Vous connaissez tous le proverbe du menhir à propos des Verts. J'ai amené ce légume qui, comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Cohn-Bendit ne s'est pas contenté de militer à la Sorbonne, et il ne s'est pas restreint à de simples blocages. Il était directement lié à des activistes terroristes d'extrême gauche. Nous pourrions l'appeler Jawad, car héberger des terroristes en cavale était l'une des activités de notre cher eurodéputé. La différence, c'est que même Jawad ne se tapait pas des mômes. Mark Schiller et un de ses camarades
membre de Fraction Armée Rouge, était en cavale après avoir ouvert le feu sur 2 fonctionnaires de police suite à un simple contrôle de routine à cause d'un véhicule mal garé. Un des 2 policiers a été gravement blessé ce jour-là. Un peu plus tard, d'autres policiers tentent d'interpeller la jeune femme et son acolyte. Une bagarre éclate. Un policier est tué, criblé de balles. Un autre est touché au pied. Après l'assassinat, Marguerite est allée se réfugier chez son ami Cohn-Bendit pour échapper aux forces de l'ordre. Vous me direz sans doute qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Ramirez Sanchez, connu sous le nom de Carlos le Chacal, est un terroriste marxiste responsable de multiples attentats. Il est notamment très engagé pour la cause palestinienne. En 1973, il tente d'assassiner un homme d'affaires juif, vice-président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne. Un mois après sa tentative d'assassinat, il fait exploser une bombe à Londres dans une banque israélienne. Pour ne pas se faire arrêter, Carlos est venu se réfugier en France. Ne pouvant tenir en place, il commet une série d'attentats sur le sol français à l'aide de véhicules piégés devant les locaux parisiens des journaux L'Aurore, Minute et De l'Arche. Le Chacal n'étant toujours pas satisfait, lance une grenade M26 dans l'enceinte du drugstore de Saint-Germain. Un bilan lourd. 2 morts, 34 blessés dont 2 enfants. Mais ce taré ne s'arrête pas là. Le 13 janvier 1975, il tire au RPG-7 une roquette en plein aéroport d'Orly avec pour objectif d'abattre un Boeing 747 d'une compagnie israélienne. Il rate sa cible. Il tire une seconde roquette et manque encore une fois son objectif. Il prend donc la fuite. 6 jours plus tard, lui et 2 de ses acolytes reviennent à Orly. Ils récupèrent un autre lance-roquette dissimulé dans les toilettes de l'aéroport, mais ils se font surprendre avant de pouvoir s'en servir. Les 3 hommes prennent en otage 2 civils et obtiennent un avion pour Bagdad. Oui, on se croirait dans un putain de film d'action, mais tout est vrai. Les sources sont toutes en description. Le 27 juin de la même année, il abat 2 agents de police et blesse un commissaire. Moins de 6 mois plus tard, il organise la séquestration de 11 ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ainsi que 43 otages. Après négociation, ils obtiennent une fois de plus un avion. L'appareil se posera une première fois à Alger pour débarquer les terroristes et quelques otages. Et une seconde fois à Tripoli en Libye, pour débarquer le reste des otages. Les criminels arrivent à obtenir l'asile. Peu de temps après, Carlos terrorisa la France avec beaucoup d'autres attentats, notamment avec une bombe dans le train Paris-Toulouse par exemple, ce qui a causé 5 morts et 77 blessés. Une autre voiture piégée devant un autre journal à Paris causera 1 mort et 63 blessés. Dans un TGV et à la gare Saint-Charles de Marseille, 5 morts et 50 blessés. Il faudra attendre seulement 1994 pour que la DST kidnappe le terroriste au Soudan, sans mandat d'extradition, pendant qu'il est endormi durant une chirurgie. Et là vous vous dites, t'es bien gentil le kidam, mais on n'est pas venu regarder une vidéo sur ce Carlos. On était là pour Cohn-Bendit. Et c'est là que Cohn-Bendit rejoint l'histoire. Pendant son jugement, le dangereux Carlos dont je viens de vous parler dénonce Cohn-Bendit et affirme que celui-ci dissimulait des fusils d'assaut, des revolvers, des explosifs et beaucoup de matériel dans son appartement, mais qu'il a fini par faire déplacer cet arsenal car il avait peur pour sa vie. Je ne sais pas si vous saisissez la gravité de ce que je viens de vous raconter. Le terroriste n'a pas pu apporter de preuves. Mais pourquoi, alors qu'il n'avait rien à perdre, a-t-il dénoncé Cohn-Benditos? Je rappelle que Daniel a très longtemps été eurodéputé. Vous n'êtes toujours pas convaincu que Dany est en lien avec le terrorisme? Daniel a hébergé pendant plus de 20 ans le terroriste Hans Joachim Klein. Hans a notamment participé à la prise d'otage des milices dirigées par Carlos. Vous savez, le fou furieux dont je vous parlais il y a quelques instants. Mais il a également enchaîné pas mal d'actions, comme des lancers de Molotov. Et je vous passe sa biographie. Elle est du même acabit que celle de Carlos. Cohn-Bendit tentera de défendre Klein durant tout son procès. Le Monde relate que Dany le Rouge se serait effondré à l'annonce du verdict. 9 ans de prison pour le terroriste prétendument repenti. Cohn-Bendit avait d'ailleurs expliqué la raison pour laquelle il avait choisi d'héberger le terroriste. Klein était une pièce maîtresse de notre argument, mais si nous l'avons aidé, c'est aussi parce que nous portons une responsabilité collective dans ce qui s'est passé, avec la lutte armée, à cause d'une partie de notre phraséologie révolutionnaire. Pris au premier degré, elle pouvait légitimer la guérilla. Soutenir Klein, c'était reconnaître nos propres erreurs. C'est le moment de prendre son Vogalib. Si vous êtes normalement constitué, que vous soyez de droite ou de gauche, vous allez être très mal à l'aise. Sans transition, un des fondateurs du parti des Verts allemands dont Cohn-Bendit fait partie, M. Rugen Tritin, militait en 1981 pour dépénaliser la pédophilie. Oui, vous avez bien entendu. Il faut savoir qu'un chercheur allemand a été payé 200 000 € pour enquêter sur la présence de la pédophilie dans le parti. Le chercheur a trouvé un document, je cite, une liste initiative alternative et verte que Rugen et 6 autres personnes membres des Verts ont signé. On retrouve un chapitre intitulé « Homosexuels et lesbiennes », un passage qui revendique la dépénalisation des actes sexuels entre enfants et adultes. Un des journaux quotidiens allemands a publié un long article signé Christian Fuller dans lequel l'auteur estime que les Verts ont créé une idéologie qui favorisait l'abus d'enfants. Plusieurs dirigeants écologistes sont cités dont Daniel Cohn-Bendit.
Pour le moment, je ne vous ai pas encore avancé les preuves. Ne vous inquiétez pas, elles arrivent. Par où commencer? Le 23 avril 1982, Daniel se confesse dans l'émission Apostrophe. Beaucoup d'entre vous connaissent cet extrait, mais je le mets pour les autres avant de continuer. 9h du matin, retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Mais enfin, non, Paul, non, mais enfin, non, parce que c'est ridicule. Mais non, cher ami, vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Cohn-Bendit s'est défendu de cet extrait en affirmant qu'il avait consommé un gâteau aux haches avant l'émission, puis il a affirmé qu'il s'agissait de simples provocations. Le cofondateur du Parti vert allemand qui était étudiant avec lui à Francfort affirme qu'il ne s'agit pas d'une provocation. Ils ont étudié ensemble, ils se connaissent, mais il ne croit pas Cohn-Bendit. Pour lui, c'est du sérieux. Daniel, est-ce le même gâteau H qui t'a poussé en 1975 à écrire dans ton livre Le Grand Bazar? Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais, pourquoi ne jouez-vous pas ensemble? Pourquoi vous m'avez choisi moi et pas les autres gosses? Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Est-ce le même gâteau qui t'a poussé en 1975 durant une interview dans la crèche où tu bossais, à dire les choses suivantes? Ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. En 1977, suite à un procès incriminant 3 pédophiles pour s'être filmés et photographié des gamins de 12 et 13 ans durant des jeux sexuels, une tribune intitulée « Pour une autre législation sur la sexualité des mineurs » est publiée. Le papier est destiné à soutenir les 3 hommes et pour encourager la dépénalisation de la pédophilie. On y retrouve la signature de notre cher Cohn-Bendit, mais aussi d'autres pédophiles notoires comme Gabriel Matzneff. Je vous ai sélectionné 3 passages de cette tribune. Une si longue détention préventive pour instruire une simple affaire de mœurs, où les enfants n'ont pas été victimes de la moindre violence, mais au contraire ont précisé au juge d'instruction qu'ils étaient consentants, quoique la justice leur dénie actuellement tout droit au consentement. Une si longue détention préventive nous paraît déjà scandaleuse. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Nous ne comprendrions pas que le 29 janvier, De Jager, Gallienne et Buchardt ne retrouvent pas la liberté. Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste d'une part entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés. D'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Si une fille de 13 ans a le droit à la pilule, c'est pourquoi faire. C'est le moment où on s'éloigne un peu de Cohn-Bendit. On peut voir que la pédophilie est courante chez les 68ards. Comme vous avez pu le voir sur les plateaux télé, ils en rigolent entre eux. Le journal Libération, également appelé l'enfant de 68, a joué un rôle majeur dans la propagation de la pédophilie. La tribune dont je viens de vous parler était présente sur ce journal. Mais ce n'est pas tout. Dans les colonnes de Libération, les Français ont pu lire énormément de textes de Tony Duvert qui définissaient la pédophilie comme une culture et qui cherchaient à renverser l'ordre bourgeois, non pas pour une meilleure justice sociale, mais pour libérer les enfants de la prison familiale qui les empêche de vivre une sexualité accomplie. Tony Duvert aborde le sujet de la même manière qu'Alfred Kinsey. Il part du principe qu'il faut une sexualisation des enfants, et cela le plus tôt possible. Hétérosexuel, homosexuel, tout cela est dépassé. Il s'agit d'être heureux, témoignait Jacques Duguay. Incarcéré, car il avait violé ses propres enfants, mais aussi d'autres enfants du quartier, dont un enfant de 3 ans. Il les forçait à lui faire des fellations, il les sodomisait. Il filmait ses viols et les scénarisait. Comment un mec comme ça a pu rester en vie? Et comment a-t-il pu avoir de l'espace sur le journal? Le mec justifie ses actes, et son témoignage est imprimé et distribué. Mais ne croyez surtout pas que le journal était à son coup d'essai. Libération disposait d'une rubrique réservée aux annonces. Nous avons pu y voir des pédophiles poster des horreurs. Par exemple, un homme ouvertement pédophile qui détient un local et qui désire de la chair fraîche. Une vraie rubrique satanique. Nous frôlons presque la parodie en mai 1977. Libération annonce la création du Front de libération des pédophiles, un groupe de dégénérés qui voulait faire avancer la société dans leur sens. On a pu voir également bon nombre d'illustrations choquantes, comme la très populaire « Apprenons l'amour à nos enfants », ou encore un dessin intitulé selon les mots de Libération, des nymphettes léchées par les diables et des filles prépubères qui se caressent dans des fontaines.
Je vous propose une petite lecture d'un texte. Un témoignage paru le 20 juin 1981 sur le journal. Je faisais un cunilingus à une amie. Sa fille, âgée de 5 ans, paraissait dormir dans son petit lit mitoyen. Quand j'eus fini, la petite s'est placée sur le dos en écartant les cuisses et très sérieusement me dit à mon tour maintenant. Elle était adorable. Nos rapports se sont poursuivis pendant 3 ans. En 2005, dans son livre, Franck Desmules dénonce un journaliste de Libération qui l'aurait violé plusieurs fois entre ses 10 et ses 18 ans. Christian Aignan, le journaliste en question, s'est longtemps fait protéger par le journal. Le problème, c'est que j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de cas. C'est horrible à lire. Ça paraît surréaliste. Mais Libération a officiellement assumé son passé sombre. Je ne comprends pas comment le journal peut encore exister. J'en ai des nausées. Franchement, vous faites ce que vous voulez entre vous, même si c'est tordu. Mais bon sang les enfants, c'est sacré. Il faut vraiment être un putain de monstre pour faire ça. Et c'est nous qu'on qualifie de fachos, qu'on tente de censurer, et c'est nous le camp du mal. Et après, Cohn-Bendit vient nous faire la leçon sur les plateaux en nous disant qu'il ne faut pas humilier les enfants. On ne fesse pas les enfants. Basta. On n'a pas le droit d'humilier les enfants. Par contre, ça ne le dérange pas de les souiller. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne répond jamais aux accusations frontales. D'ailleurs, certains ont pris au pied de la lettre ce que tu disais en faisant le barbeau devant Ardisson. Moi, je crois en l'insolence de la non-violence. Je crois en l'insolence de la non-violence. C'est ainsi que tu t'es fait piéger dans le métro par Isadora Duncan. Il t'a humilié sans violence en te mettant ton nez dans ta propre merde. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Monsieur, j'ai vraiment l'impression de vous harceler là, mais ce sont des questions qui n'ont pas été... Et monsieur, je vous dis une chose. Oui. Vous me laissez tranquille. Oui. Et tout va bien. Donc ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Cette vidéo était très importante pour moi. Une amnésie collective s'est installée. Diffusez à fond ce contenu, complétez dans les commentaires ce que je n'ai pas mentionné. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo, faire un tour dans la description et pour ceux qui ont les moyens, me faire un don sur Tipeee ou Paypal. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous mes donateurs. C'était le Kidam.